Bonjour. Aujourd'hui, le titre est Communication avec nos enfants, un défi familial. Bien, bonjour, bienvenue sur la gratuité de la vie en héritage où nous découvrons ensemble les cadeaux inestimables qui nous habitent. Bonne chose, good thing, bon bagay. Je partage des leçons de vie tirées de mes expériences, de mes lectures, mes rencontres et des moments de réflexion pour aider chacun de nous à mieux comprendre et à embrasser les défis et les cadeaux de la vie. Good thing, bonne chose, bon bagay. Nous avons élevé les enfants à la campagne. Nous avons donné aux enfants des valeurs qui restent de la vie. Peu importe si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, c'est possible de passer à travers les épreuves. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est essentiel dans toutes les familles, la communication avec nos enfants. À travers mon vécu de mère de 5 enfants, je vais partager avec vous mes défis, des erreurs, mais surtout des apprentissages remplis d'amour. Je vous partage sans prétention des petites anecdotes vécues, des défis, des erreurs, des ajustements et surtout tout l'amour derrière ces efforts. Je vais vous suggérer aussi, je vais définir c'est quoi la communication. Je vais vous référer une suggestion d'un livre, d'un livre et un petit mot d'encouragement aussi pour passer à travers des étapes de la communication qui peut être difficile. Que la communication, c'est bien plus que des mots. C'est ce pont invisible qu'on construit pour jour après jour entre soi et ses enfants. Fait que moi, en parlant, en vous emmenant dans ma réalité de mère, dans mon vécu, même si parfois c'était difficile, parce que élever une grande famille, c'est pas vraiment une science exacte. On n'apprend pas ça dans un livre, ça arrive pas comme ça. Je crois que c'est un art en constante évolution. Et aussi parce que un enfant ne vient pas avec un mode d'emploi, même si on lit dans les livres, mais c'est différent pour chaque enfant. Il faut apprendre à écouter, s'ajuster et surtout garder la porte ouverte à la parole. Et c'est toujours le réajustement. Et pour moi, j'ai envie de vous parler de ce sujet qui m'est profondément cher, la communication dans la famille, en particulier avec nos enfants. Parce qu'en élevant mes 5 enfants, j'avais un 6e, parce que je le gardais à temps plein. C'était un autre garçon que je gardais à temps plein. Ça m'a appris que parler, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi apprendre à écouter, à s'adapter, à créer un climat où l'enfant peut dire la vérité sans peur ni honte. Fait que je vous partage, comme je vous disais, mes expériences qui parfois, c'est pas facile à entendre.
vu que, comme je disais, ben, j'ai été élevée avec, avec les enfants, 4 garçons, une fille plus un autre garçon. J'avais beaucoup des enfants aussi que je gardais à la campagne avec nous. Fait qu'il y avait beaucoup d'actions. C'est pour vous dire qu'à la maison, il y avait beaucoup d'actions. Ça parlait très fort. Je pense mes garçons, je pense qu'ils ont toute une voix, une octave de trop, comme ma fille a dit. On parle très fort. Et oui, dans une grosse famille, je vais parler pour moi. C'est sûr, ça parle plus fort que, par exemple, ceux qui ont une famille qui a juste un enfant. Parce que j'avais une amie elle avait juste un enfant. C'était vraiment plus tranquille. Mais pour moi, quand on est dans une grosse famille, il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de rires, et parfois même un peu chaotique. Mais on essayait de laisser la place à parler. On laissait la place à chacun, le plus qu'on pouvait, à la parole à chacun. Et pour moi, j'ai toujours cru que la communication, ça se développe pas par hasard. C'est pour ça que j'ai toujours été intéressée pour lire des livres sur l'éducation, sur des relations parents-enfants. Je voulais vraiment apprendre pour essayer de développer ce lien familial, et le père aussi m'encourageait pour qu'on puisse se soutenir dans la communication. Et même si parfois les relations parents-enfants, même si on essaie que ce soit honnête, mais c'est quelque chose qu'on doit toujours travailler. Dans les livres, je me rappelle plus. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de YouTube. Moi, j'allais souvent à la bibliothèque. Je me rappelle pas exactement des livres, mais je sais qu'il y avait beaucoup de livres sur les parents que je lisais. Parce que, comme je disais, l'enfant n'arrive pas avec un mode d'emploi. On apprend, on se réajuste et c'est toujours à recommencer. Qu'est-ce que la communication? Avant de plonger dans mon expérience personnelle, j'aimerais vraiment qu'on prenne un petit moment pour définir ce qu'on entend par la communication. Dans le dictionnaire Larousse, la définition de la communication, on dit que la communication c'est un nom féminin, c'est une action de communiquer quelque chose, fait d'être en relation avec autrui, de transmettre, de faire passer quelque chose, soit information, message, etc., à quelqu'un. Ça, c'est la définition de la communication dans le dictionnaire Larousse. Puis j'aime toujours bien comparer les deux. Nous, au Québec, on a le dictionnaire Le Robert. Ça définit la communication. Ça dit que c'est une action de transmettre une information, un message à quelqu'un, généralement par le langage, mais aussi par les gestes, des attitudes, etc. Fait qu'on voit bien que selon les dictionnaires des deux, la communication, c'est vraiment l'action de transmettre une information, un message, une émotion à une autre personne. Cela peut passer par des mots, bien sûr, mais aussi par des gestes, les regards, le silence et même l'attitude aussi. Communiquer, c'est chercher à se faire comprendre, mais aussi à comprendre l'autre. Ces définitions soulignent que la communication va au-delà de mots. Okay? Elle inclut l'écoute, l'expression des émotions, le respect du message et la volonté d'établir un lien. Dans une famille, la communication, ce n'est pas seulement parler. C'est créer un espace de confiance, de vérité et parfois même des chaos contrôlés, surtout dans une grande famille comme la mienne.
c'est un processus qui est vivant, qui évolue avec le temps, avec l'âge des enfants aussi, puis les épreuves qu'on vit de la vie, les épreuves qu'on vit. Pour moi, la communication a toujours été une valeur essentielle. C'est un outil pour grandir ensemble, apprendre à s'écouter, à se dire la vérité, même quand ce n'est pas facile. Et parfois, il faut réajuster notre manière d'entrer en relation. Notre philosophie à la maison, puis j'étais bien contente parce que le père aussi, on avait beaucoup, il était très ouvert le papa des enfants, il s'appelait Serge, il était très ouvert il était très ouvert à vouloir apprendre, à vouloir aussi améliorer, puis qu'on puisse faire réaliser les enfants un bon environnement le mieux qu'on pouvait. Puis pour moi, ma philosophie à la maison, c'était, je disais toujours à mes enfants, je préfère que tu me dises la vérité. OK? Même si c'est difficile, je préfère que tu me le dises la vérité, que je puisse l'entendre par quelqu'un d'autre. Et c'est pourtant, c'est sûr qu'il y a eu des surprises, des silences des fois, des moments d'incompréhension, mais chacun avait sa manière de communiquer. Puis c'est à moi de se réajuster avec chaque enfant. Puis de rester ouverte, même si parfois c'était un petit peu plus difficile. Un outil qui m'a beaucoup aidé, c'est de passer du temps avec les enfants, un à un. Pour nous, border les enfants, c'était quelque chose de très important. Les border avant de se coucher le soir, ou soit de passer un petit temps, soit d'aller faire une marche ou manger la crème glacée. Faire juste une petite marche à 13h29. Pour nous, c'était des petits temps passés ensemble. Ce sont ces petits moments-là qui nous permettent d'avoir cette liberté d'expression. Et l'autre philosophie aussi à la maison, c'est que je disais aussi, c'est que ils étaient libres de leur choix, mais chaque choix avait des conséquences. Et moi, je pouvais les exprimer. Par exemple, si je disais, si tu vas sur le fossé, tu vas tomber, tu vas te faire mal. C'est les conséquences qui vont aller avec. Mais j'avais pas besoin de répéter plusieurs fois parce que pour moi, si tu vas là, tu tombes, c'était les conséquences qui allaient avec. Fait que ça me permettait de juste de réexpliquer à l'enfant que c'était leur choix, puis c'est correct. Et puis, s'ils décident de retourner encore, ça va être la même chose qui va arriver jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre. Pour moi, c'est une manière pour moi d'associer la responsabilité et la liberté, tout en gardant l'amour au cœur. Mais je peux pas aimer un geste, mais je leur disais que c'est le geste que je n'aime pas, mais je vais toujours aimer mon enfant. Que j'ai appris, j'ai appris que chaque enfant est unique. Certains enfants parlent beaucoup, d'autres très peu. J'ai compris que ce n'est pas parce qu'un enfant ne s'exprime pas qu'il ne sent rien ou qu'il ne va pas bien non plus. Comme par exemple, je me rappelle de mon deuxième garçon. Par exemple, c'est un garçon qui était très calme depuis tout jeune. Il était toujours calme, très discret. Il ne parlait que s'il avait vraiment quelque chose d'important à dire. Si je lui disais comment ça s'est passé dans sa journée, il disait ça va. Oui, ça a bien été. Mais il exprimait pas comparativement aux autres enfants en détail tout ce que je faisais, tout
qu'est-ce qu'il avait fait de sa journée. Lui, il me disait toujours ça va. Il était toujours de bonne humeur. Lorsqu'il y a eu 16 ans, à l'adolescence, il a eu son permis de conduire. Et puis, un jour, il est rentré, il était autonome dans ses déplacements. Il est entré à la maison, et puis il dit qu'il a été dans sa voiture, il a ouvert son coffre et il m'a sorti une pile. On va dire une pile, en créole, on dit en pile. Mais il est arrivé à la maison avec plusieurs contraventions. Je pense qu'il doit y avoir une dizaine de contraventions sur le comptoir. Il m'a caché qu'il y avait des contraventions jusqu'à qu'il se sent prêt à m'en parler. Et lorsque j'ai vu toutes les contraventions sur le comptoir, je suis restée bouche bée. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? À chaque fois, je te demande comment ça a été. Tous les autres enfants me parlent, me disent qu'est-ce qui est arrivé sur la route. Mais toi, pourquoi tu m'en as pas parlé? Il m'a simplement répondu, parce que c'est maintenant que j'en ai besoin. Pour lui, il n'y avait pas une urgence. Il ne voyait pas l'intérêt de m'informer plus tôt. J'ai donc dû l'accompagner, lui expliquer l'importance de pas accumuler les choses, d'essayer de trouver une solution aussi pour le paiement. Et cette expérience m'a rappelé que le rythme et les repères d'un enfant ne sont pas toujours les nôtres. Mais que c'était les conséquences qui allaient avec son choix de soit de rouler trop vite ou ne pas respecter la circulation. Un autre souvenir très marquant, c'est celui de mon garçon, mon troisième garçon. Il avait environ 8 ans, qui voulait se faire percer les oreilles. À cette époque, il aimait 50 Cent, il aimait une boucle d'oreille dans les oreilles. Pour moi, ça rimait avec la gang de rue, des chanteurs, des rappeurs. Mais pour lui, il voulait faire percer les oreilles, mais malgré ses demandes répétées, j'ai toujours refusé. Puis un jour, j'étais étendue, il était étendu sur le divan et je me suis mis à côté de lui pour lui parler. Et j'ai remarqué quelque chose qui brillait sur son visage, près de son oreille. Mais j'ai dit, mais tu t'es percé les oreilles! Et j'en en revenais pas. Et ça a été plus fort que moi. J'ai été bouleversée. Ma réaction a été très vive. Et parfois, je pense que je suis une personne qui s'exprime un peu trop fort. Mais ça a été plus fort que moi. J'ai crié. J'étais bouleversée. Parce que je ne voulais pas qu'il se perce les oreilles et je ne m'en attendais pas qu'il allait se percer les oreilles sans mon autorisation. Et il m'a dit, j'ai dit, ben pourquoi tu t'es fait percer les oreilles? Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, mais maman, je te l'ai dit à plusieurs fois, mais tu ne voulais pas m'entendre. Il m'a alors dit qu'il s'est percé lui-même l'oreille avec l'aide d'un ami de son grand frère, avec un bâton, puis du savon. Et moi, je n'attendais plus rien parce que dans ma tête, j'entendais les jugements, je voyais toutes les mythes que j'avais face au garçon qui se faisait percer une oreille, mettait une boucle d'oreille à l'oreille. Et
Ce moment m'a bouleversée, c'est sûr, sur le coup, mais il m'a appris que parfois, on croit écouter, mais on n'entend pas vraiment. Il m'a fallu du recul pour réaliser que je n'avais pas su entendre. J'ai pas su créer assez d'espace pour qu'il se sente accueilli dans sa différence. Ce jour-là, j'ai décidé de faire un pas vers lui et je lui ai dit que la prochaine fois, dis-moi pourquoi c'est important pour toi et je vais t'aider à le faire dans un endroit sécuritaire. Parce que je lui disais, j'avais peur pour lui, j'avais peur qu'il puisse en plus avoir des infections à l'oreille. Nous avons parlé beaucoup aussi avec le père. J'ai parlé beaucoup avec le père aussi de toutes mes craintes, mes jugements, mes mythes et la peur de me faire critiquer. Parce que c'était le jugement que moi, je voyais et que j'entendais. Mais pour le père, c'était différent. Pour lui, c'était important. Qu'est-ce qui était important? C'était d'observer le comportement de l'enfant et que c'était seulement une période d'identité et que ça ne signifiait pas nécessairement la violence. Et que lui aussi, en étant jeune, il a dû passer par une période aussi, la période avec les gens qui critiquent, parce qu'il y avait une période, les garçons faisaient pousser les cheveux beaucoup plus longs. Mais que j'ai réalisé que l'important, c'était le lien que j'avais avec mon garçon, même si pour l'image de ma famille, les gens autour de moi, ça me permettait de m'auto-observer. Et moi, qu'est-ce qui était important pour moi, c'était le contact que j'avais avec mon garçon. Et il m'a fait réaliser qu'il n'avait pas les mêmes pensées que moi. Tout simplement, pour lui, c'est qu'il aime les bijoux. Et il a toujours été fasciné par des bijoux, même encore aujourd'hui. J'ai même prévenu que si un jour, comme moi et le père, bon, on n'aimait pas vraiment les tatouages, c'était notre choix. Et mais je me suis dit, si par exemple, lorsque les enfants décideront si ce serait leur choix, puis ce serait une urgence de le faire, j'aimerais mieux le savoir pour une décision beaucoup plus délicate. Par exemple, les accompagner dans leur choix, même si je ne les partage pas entièrement. Plutôt que de les rejeter ou les laisser seuls. On espérait que ça ne puisse pas arriver. Fait qu'on était chanceux, car la période d'adolescence, aucun des enfants et des filles n'ont pas eu de tatouage. Que je sache. Le reste... Fait que chaque enfant vit ses propres défis. Et nous, comme parents, on doit apprendre à nous ajuster. Par exemple, notre exemple, ma fille, c'est la quatrième enfant. Elle profitait de mon absence pour faire signer des devoirs en cachette. Lui, le père n'était pas présent à cause de la maladie, fait que c'était seulement moi avec les enfants. Elle l'a fait à plusieurs fois avant que je m'en rende compte. Et plutôt que de la punir immédiatement, mais j'ai choisi de lui expliquer et de la surveiller de plus près. J'étais plus vigilante avec elle aussi et beaucoup plus ferme. Mais en même temps, cela m'a permis aussi de l'écouter, de comprendre ce qu'elle cherchait à me dire à travers ce comportement. Chacun des enfants avait leur manière de communiquer.
ou ne pas le faire aussi. Et moi, j'ai dû apprendre à m'ajuster encore et à écouter profondément et à rester ouverte, même quand j'étais parfois fatiguée. Un outil qui m'a aidé aussi, c'est de passer du temps avec les enfants. Comme je disais, du temps, soit encourager le père de passer du temps avec les enfants, seul, enfant, seul à seul. Et une phrase aussi que je les ai dit aux enfants, c'est que ils sont toujours libres de leur choix, mais chaque choix avait des conséquences. Par exemple, c'est une manière pour moi d'associer la responsabilité et la liberté, tout en gardant l'amour du cœur. Je peux, par exemple, si chaque chose a des conséquences. Je suis convaincue que chaque enfant a ses secrets. Et c'est correct. L'essentiel, c'est qu'ils sachent qu'on est là, qu'on les aime et qu'ils peuvent revenir à nous quand ils sont prêts. J'ai aussi toujours rappelé à mes enfants qu'ils avaient des choix et que chaque choix entraîne des conséquences. Et s'ils commettent un acte répréhensible, ils devront en assumer les conséquences, par exemple avec la justice. Par exemple, s'ils conduisent trop vite, ce sont des contraventions, des points perdus, ils vont perdre leur voiture. S'ils frappent quelqu'un, ben ça va avec les conséquences. Si, même les conséquences avec la justice, même voler, frapper, tuer, des choses comme ça, ça va avec les conséquences. Et je leur disais aussi que je les aimais, mais c'est l'acte que je n'aime pas. Ce que j'aimerais dire à tous les parents qui m'écoutent, c'est que la communication évolue avec l'enfant. Je ne veux pas vous faire peur non plus. Il y a des périodes où c'est plus difficile, surtout à l'adolescence. Parfois, on doit le répéter plusieurs fois. Parfois, on doit se réajuster à leur rythme, à leur langage, à leur façon d'être. Mais ce que j'ai appris, c'est de prendre du temps de qualité. Pas besoin que ce soit long. Mais avec chaque enfant, fait une grande différence. Parfois, on peut même être leur complice. Comme par exemple, surtout avec le plus vieux, chez nous, les enfants avaient droit à 3 journées spéciales par année pour manquer l'école. En québécois, on dit foxer l'école. Mais c'était ces 3 journées, mais dans l'année, qu'ils pouvaient prendre et que moi, je pouvais parler, répondre, prendre la responsabilité, que c'était des raisons familiales. Mais les enfants avaient droit à 3 dans l'année. On les planifiait ensemble. Mais après 3 fois, c'était terminé. OK? Et c'était beaucoup plus strict. Fait que si on commence déjà en mois de septembre, c'est long à attendre jusqu'en mois de juin. Surtout, c'est plus difficile pour les enfants vers le mois de mai, juin, qui fait chaud. Des fois, ils ont tendance à vouloir manquer une période dans la journée. Fait que les enfants avaient besoin d'y penser plusieurs fois avant de prendre la décision. C'est ça. Et puis pour moi, par la suite, c'était beaucoup plus strict. Être un parent, c'est un défi, mais c'est aussi un chemin d'humilité. Il n'y a pas de recette magique. Il faut du courage, de la persévérance et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.
OK. Suggestion de livres sur la communication avec les enfants. Moi, malheureusement, j'ai pas mes livres. Je me rappelle plus mes titres des livres que j'ai lus. Mais j'ai été voir sur Amazon des livres qui semblent vraiment intéressants. Et j'ai vu comme recommandation aussi. Si vous voulez aller voir que ça peut vous aider à améliorer la communication. Le titre du livre est Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. C'est un livre de Adèle Faber et Hélène Mazlish. Mazlish. Un livre de Adèle Faber et Hélène Mazlish. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. C'est un livre classique qui est rempli d'exemples concrets, d'outils de communication respectueuse, d'histoires vraies. Il propose des façons de parler aux enfants sans blesser, de poser des limites fermes tout en restant à l'écoute. Puis c'est adapté autant aux jeunes enfants qu'aux ados. Il y a également un autre livre que j'ai été voir sur Amazon. C'est un livre de Jane Nelson, Nelsen, La discipline positive de Jane Nelson. C'est pour éduquer dans le respect, la fermeté et l'encouragement. C'est un livre aussi audible, et puis c'est un format poche et il y a le format Kindle. OK, bon, est-ce que ça va bien jusqu'à présent? Je vous étourdis pas? Bonne chose. Good thing. Bon bagage. OK, c'est bien. Vous êtes encore là, ça veut dire que c'est intéressant. Eh bien, je vais vous donner un petit mot de courage. Pour vous, les parents qui m'écoutent, ou bien si vous avez des parents autour de vous. Être parent, ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est apprendre chaque jour à s'ajuster, à aimer, à se tromper parfois et à recommencer. Même quand la communication semble rompue, il suffit souvent d'un moment de connexion pour rouvrir le cœur. Faites confiance à votre intention, à vos ressentis aussi, à votre intention d'amour. Vos enfants ne cherchent pas des parents parfaits, mais surtout des parents présents. Parlez-leur, écoutez-les. Et surtout, croyez en eux même quand c'est difficile. Être parent, c'est pas une science exacte. On avance parce que on a avec nos valeurs, nos blessures, notre énergie du jour et parfois on se trompe. Mais ce que j'ai compris, c'est que la communication évolue avec l'enfant. Elle demande la patience, la persévérance et beaucoup de foi. Foi en nos enfants, foi en nous-mêmes. Et aussi, si on a la chance aussi d'être autant avec la mère et le père, c'est important, d'avoir le privilège de la communication. Alors, à vous qui m'écoutez, si vous traversez une période difficile avec votre enfant, sachez que ce n'est pas figé, c'est seulement temporaire, avec de l'amour, du respect, du dialogue. On peut rétablir un pont, même si il peut être cassé pour une certaine période de temps. Fait que je termine ma conclusion en vous disant que être parent, c'est accepter de ne pas tout savoir.
C'est se réajuster, recommencer et surtout ne jamais cesser d'aimer. Oui, la communication évolue avec l'âge, la personnalité et même les silences des enfants. Mais ce lien-là, si on le cultive avec la patience, la foi et le courage, ça devient une force pour traverser les tempêtes. À tous les parents qui doutent, qui essaient, qui se trompent parfois, vous n'êtes pas seuls. Continuez de tendre l'oreille, car même dans les silences, vos enfants vous parlent. Vous pouvez, moi je crois aussi que vous pouvez demander de l'aide aussi. Ici, on peut appeler au Info Social, au 811. On peut demander au CLSC. Au Québec, on a le CLSC. Il y a le psychologue. On peut avoir le pédagogue, pas le pédagogue, le pédiatre. Je crois que c'est de trouver le plus d'outils nécessaires pour pouvoir améliorer la communication entre les enfants, qui parfois c'est plus difficile. J'ai appris qu'on peut élever plusieurs enfants dans la même maison, même dans la même maison, avec les mêmes valeurs, mais que chacun suit sa propre route. La communication, c'est un chemin qui se construit avec la patience, l'ajustement. Et j'ai appris que pour bien communiquer, il faut créer un climat de confiance, même avec de bonnes intentions. Comme par exemple mes enfants, certains enfants ne se sentent pas toujours entendus. Mes enfants ne se sentaient pas toujours entendus. Même certains me cachaient des choses, non pas par rébellion, mais par peur ou par doute aussi. En prenant du temps seul à seul avec chacun, j'ai pu mieux les écouter et leur montrer qu'ils avaient le droit d'être différents. C'est que la clé, c'est de vraiment les écouter sans juger et répéter que l'on peut ne pas aimer un geste, mais on peut toujours aimer son enfant. La communication évolue, comme nos enfants aussi évoluent. Elle demande la patience et ouverture, et même si on se trompe, il n'est jamais trop tard pour recréer un pont et demander de l'aide si nécessaire. Eh bien, bonne chose, good thing, bon bagaille. Oui, nous pouvons vivre selon nos valeurs humaines et profiter de la vie. Nous pouvons vivre selon nos valeurs pour une vie extraordinaire. Et c'est ce que je vous souhaite. À la prochaine. Merci.